Il est 12h en temps universel, 13h à Libreville. Vous êtes naturellement les bienvenus à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Au nord de l'Afrique, le gouvernement du Sud-Soudan a communiqué ce vendredi son intention d'organiser des élections présidentielles et législatives cette année. Ces scrutins devraient se tenir entre mai et juillet 2015, malgré la guerre qui ravage le plus jeune État du monde depuis décembre 2013. Je vous propose de suivre cet élément. Le gouvernement sud-soudanais a dévoilé ce vendredi son intention d'organiser une élection présidentielle et des législatives cette année. Un budget a déjà été arrêté pour le bon déroulement de ces échéances politiques prévues dans la période allant du 1er mai à la fin du mois de juillet 2015. Selon Ateni Wek Ateni, porte-parole du gouvernement, le président Salva Kiir souhaite que les organisateurs de ces scrutins respectent toutes les règles de démocratie afin de garantir la clarté et la transparence. L'exécutif de Juba prend cette décision dans un climat délétère en raison des violences récurrentes depuis décembre 2013. Les forces fidèles à Salva Kiir sont engagées depuis plus d'1 an dans une guerre contre des milices financées par Riek Machar, ancien vice-président du pays. Ces violences ont déjà coûté la vie à 50 000 personnes et contraint près de 2 millions d'autres à abandonner leur lieu d'habitation. Le Soudan du Sud est devenu indépendant en 2011 après des décennies de guerre contre le pouvoir de Khartoum. La tenue d'élections démocratiques et l'arrêt des hostilités dans ce pays ne pourraient qu'être bénéfiques à ce pays au sous-sol riche. Maintenant, même à la maison, tu as peur. C'est le cri d'alarme d'Hassan Cherif, un jeune Égyptien gay dont la crainte d'être inquiété par les autorités a décuplé depuis l'arrestation dans un hammam du Caire de 26 hommes soupçonnés d'homosexualité et poursuivis pour débauche. Reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Et homosexuel, médecin de 32 ans, il vit avec son compagnon. Mais selon lui, la situation des homosexuels s'est encore dégradée en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi en juillet 2013. Maintenant, on vit dans la peur. À n'importe quel moment, la police peut entrer chez nous pour nous arrêter. On ne peut plus aller sereinement dans les lieux où on rencontrait d'autres gens, dans les cafés ou même les fêtes, car la police peut y faire des descentes. Le 7 décembre dernier, la police a interpellé 26 hommes lors d'un raid dans un établissement privé. La loi égyptienne n'interdit pas formellement l'homosexualité, mais plusieurs personnes ont été condamnées ces dernières années pour débauche. Abbas Showman est un représentant d'Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions théologiques de l'islam sunnite. Il soutient le rôle de l'État dans sa lutte contre l'homosexualité. Si le pouvoir et le président n'interdisent pas une telle turpitude, quelle est leur fonction? L'État est aussi soutenu par la population égyptienne. Selon une étude du centre de recherche américain Pew, seulement 3% des Égyptiens estiment que la société doit accepter l'homosexualité. Pour Bouthaina Halim, écrivain lesbienne de 34 ans, la sexualité fait partie de la vie privée. C'est quelque chose qui ne regarde pas les autres. C'est le corps d'une personne, ses sentiments. Comment elle se voit et comment elle voit les autres, l'amour, le désir. En fait, ils oppriment les gens. Depuis le mois de novembre, 150 homosexuels présumés ont été arrêtés pour des accusations de débauche ou de prostitution. Au Kenya, plusieurs articles clés sur la nouvelle loi controversée antiterrorisme ont été suspendus par la justice vendredi. Récemment adoptée par les membres de l'Assemblée nationale, cette loi est pour ses détracteurs une violation des droits fondamentaux des Kenyans et de leur liberté. Larissa Fall Traoré. La Haute Cour constitutionnelle kenyane a annoncé ce vendredi la suspension de 8 articles de la loi antiterrorisme en raison de risques pour les droits de l'homme. Cette loi adoptée le mois dernier par les députés de l'Assemblée nationale, dans la plus grande confusion et promulguée par le président de la République, Uhuru Kenyatta, souffre de plusieurs controverses aujourd'hui. Selon le gouvernement, cette loi n'a qu'un seul objectif, celui de protéger les vies et les biens de tous les citoyens dans ce pays aujourd'hui régulièrement la cible d'attaques et des attentats des Chebab. Par ailleurs, l'opposition et les défenseurs des droits de l'homme estiment que celle-ci porte atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution de 2010.
Entre autres des articles suspendus, le texte qui modifie une vingtaine de lois existantes, portant notamment de 90 jours à 360 la durée durant laquelle la police peut, avec l'autorisation d'un juge, détenir sans inculpation un suspect d'acte terroriste. Il allonge les peines de prison et facilite les écoutes téléphoniques. Il est également désormais passible de 3 ans de prison, la publication d'articles ou reportages qui gênent l'enquête ou les opérations liées à la lutte contre le terrorisme ou d'images de victimes d'attaques terroristes sans l'accord de la police. Outre cet article, la justice kenyane a aussi suspendu l'article de loi fixant à 150 000 au maximum le nombre de réfugiés autorisés à vivre au Kenya. Le pays compte actuellement plus de 600 000 réfugiés, notamment somaliens et sud-soudanais, dont beaucoup auraient été pulsés selon la nouvelle législation. Fustigé par le peuple kenyan et les défenseurs des libertés et des droits de l'homme, la suspension de plusieurs points de la loi antiterrorisme par la justice fait craindre le risque d'un retour à un état policier au Kenya. 3 nouvelles victimes du crash de l'avion d'AirAsia ont été identifiées, parmi lesquelles l'hôtesse de l'air Cairo, Nissa Haïdar Fawzi, qui avait publié sur Instagram plus tôt une photo assortie d'un message d'amour à l'intention de son compagnon. Un élément de Judith Koindo. Les équipes recherchant l'épave de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer de Java, en Indonésie, espéraient des avancées importantes vendredi avec la participation d'enquêteurs français alors que 16 corps au total ont été repêchés et davantage de débris retrouvés. 3 telah kami identifikasi. Yang pertama, jenazah dengan label B02. 3 corps ont été identifiés. Le premier, qui porte le matricule B002, a été identifié comme étant Grayson Herbert Inaxita. Le deuxième corps portant le matricule B004 est Cairo Nissa Haïdar Fawzi. Elle a été identifiée grâce à des données primaires, telles que les dents et les empreintes digitales, puis grâce aux données secondaires qui sont les dossiers médicaux, tels que l'âge, le sexe et les taches de naissance, comme le grain de beauté sur son dos. Kemudian juga dari metode identifikasi sekunder yaitu dari data. Les enquêteurs français du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile sont équipés d'hydrophones pour détecter les signaux permettant de retrouver les boîtes noires de l'Airbus A320-200. L'appareil a disparu des écrans radars dimanche, peu après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour, avec 162 personnes à son bord, parmi lesquelles le copilote français Rémi Plézel. L'avion s'est abîmé en mer de Java, au large de l'île de Bornéo, où le mauvais temps et de hautes vagues ont freiné ces derniers jours les recherches des victimes et de l'épave de l'appareil, en particulier les boîtes noires, cruciales pour les investigations. À bord de l'Airbus de la compagnie malaisienne se trouvaient 155 Indonésiens, le copilote français, 3 Sud-Coréens, un Britannique, un Malaisien et un Singapourien. 2014 aura été une année noire pour l'aviation civile malaisienne avec la perte de 2 avions de la compagnie nationale Malaysia Airlines, vol MH370 et MH17, à laquelle s'ajoute celui d'AirAsia. Après avoir fui la guerre et la misère et gagné l'Europe par terre ou mer, une 60aine de migrants d'Afrique de l'Est, majoritairement demandeurs d'asile, vivent au jour le jour dans le presbytère qu'ils squattent pour éviter la rue, grâce à la solidarité des riverains. Reportage de l'agence France Presse. Chaque semaine, Janine Mondin vient enseigner le français à des réfugiés qui squattent le presbytère de son quartier. Je suis assis dans une chaise. Pour moi, c'est comme s'il faisait partie de ma famille. Je ne peux pas voir quelqu'un qui est auprès de chez moi et qui est sans communication. Je viens les voir en dehors du français, seulement pour les voir, leur parler, essayer de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Il y a 5 mois, ces demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la Corne de l'Afrique, sont arrivés dans ce quartier populaire de Nantes. Là aussi, il y a quelqu'un qui dort ici. Chassés d'un précédent squat, ils s'entassent ici à plus de 60 et comptent aujourd'hui sur le soutien des riverains et des associations pour vivre.
Les habitants du quartier et tout ça, ils sont touchés par cette image-là et ouais, ils venaient en aide avec soit avec des couvertures, soit avec des matelas, soit avec des nourritures. Mise devant le fait accompli, la paroisse a accepté la présence des occupants et leur fournit eau et électricité. La cohabitation peut se faire, hein, mais la cohabitation actuelle ne peut pas être une solution si on ne touche pas les conditions de logement. À l'intérieur du bâtiment, 8 chambres, certaines partagées par une dizaine de personnes. Des conditions difficiles pour Ali, qui a pourtant vécu l'enfer de la guerre en Libye et d'une traversée clandestine de la Méditerranée. Je me retrouve dans ce squat parce que je viens d'un pays en guerre, que j'ai déposé ma demande d'asile, mais elle est toujours en cours. En attendant, l'administration ne m'a pas fourni de solution de logement. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'être dans ce squat. Je ne peux pas rester dehors. Selon la loi, l'État français doit fournir un toit aux demandeurs d'asile, mais à Nantes comme ailleurs en France, les centres d'accueil sont saturés. L'argument disant mais on va étudier leur cas, et s'ils sont véritablement demandeurs d'asile, ils auront une place, mais où? Tout est plein. Selon les associations, la majorité des squatteurs a effectué les démarches et attend une réponse. Face à la surpopulation du presbytère, une trentaine d'entre eux a déjà quitté les lieux pour s'installer dans un autre squat tout aussi précaire. Au chapitre culturel, le chanteur de blues américain Eric Bibb a récemment publié un nouvel album intitulé Blues People en hommage à Martin Luther King. Il est retourné à la pure tradition du blues, mêlant différents autres styles de musique du monde entier afin d'offrir quelque chose d'unique à son public. Un élément de Roland Jacou. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. L'artiste afro-américain Eric Bibb rend hommage à Martin Luther King à travers les différents titres de son album Blues People, récemment arrivé dans les discothèques. Au-delà de la musique, c'est tout le combat de tout un peuple que célèbre cet opus. Selon le chanteur de blues, le Dr King a contribué par le biais de son mythique discours « I Have a Dream » à l'éveil des personnes de toutes les races en les encourageant à cultiver l'harmonie. Paru sur le label Dizzy Frog, ce nouvel album renvoie le bluesman à la plus pure tradition de son genre musical. Un mélange de folk, de country, de gospel et de soul, conçu comme un hommage de son auteur au peuple du blues, à la communauté afro-américaine qui a créé cet art, aujourd'hui reconnu comme une part du patrimoine de l'humanité. Habitué à jouer de la guitare depuis l'âge de 7 ans, l'artiste est entouré de quelques-uns de ses amis pour faire une tournée de sensibilisation dans les États-Unis d'Amérique. La tournée d'Eric Bibb a commencé depuis le mois de novembre dernier et se poursuivra jusqu'à fin avril 2015, une stratégie efficace de faire consommer sa nouvelle création. C'est ainsi que prend fin cette session d'information. La rédaction de Canal 7 vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine.